Il est 19h16 sur RCF Charente. Chaque mercredi, vous avez l'habitude de retrouver l'émission Nos paroisses ont du talent ou En direct de chez vous, qui ont lieu tour à tour en direct d'une paroisse ou d'une municipalité charentaise. Ce soir, nous entamons une série exceptionnelle de 7 émissions intitulée Les Cahiers d'Espérance. Denis Charbonnier, RCF Charente. Ces émissions Cahiers d'Espérance font donc suite à l'appel des évêques de France lancé le 11 décembre dernier. Alors que la crise des Gilets jaunes s'amplifiait, les évêques ont invité les chrétiens à ouvrir des espaces de dialogue et de débat. C'est donc ce que nous faisons aujourd'hui et tous les mercredis jusqu'au 20 février avec une émission bilan le 13 mars prochain. Monseigneur Gosselin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette première émission suite à cet appel des évêques que vous avez reçu comme tous les évêques de France pour le lancer dans les diocèses. Et ça répond. Oui, j'ai reçu cet appel, mais surtout je l'ai lancé avec tous mes frères évêques, puisque au moment puisque vous faites partie de la commission. Exactement, puisque avec tous ces quelques jours de Noël, les évêques ont ressenti effectivement après les premiers actes des Gilets jaunes, ont repris un peu ce qui avait été dit 2 ans auparavant, repérant un diagnostic en fait d'un malaise profond et ancien au sein de la société et qui entraînait une grave défiance, un manque de confiance vis-à-vis du politique en particulier. Et puis, si je cite effectivement Le sens du politique, qui est un texte qui est sorti donc il y a 2 ans, je le cite, il disait « Il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions qui habitent une part importante des habitants de notre pays. » Il faudrait être indifférent et insensible pour ne pas être touché par les situations de précarité et d'exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national. Ça, c'était il y a 2 ans. Il semble qu'effectivement, cet appel n'ait pas tout à fait été entendu puisque ça a été insuffisamment pris en compte. Et d'où cet appel que les évêques lancent, à savoir de demander effectivement qu'il puisse y avoir des lieux de parole, d'échange et de réflexion. Et une question, après ce diagnostic, qu'allons-nous faire ? Eh bien, où nos concitoyens trouveront-ils des lieux appropriés pour ce travail urgent ? Donc, il y a un travail à faire, un travail d'écoute, un travail de formulation un petit peu de ce malaise profond. Et de ce point de vue-là, eh bien, les évêques, la conférence des évêques de France a dit, mais il se trouve que l'Église catholique a aussi un maillage de paroisses, de lieux de rencontres possibles, certes de communautés qui peuvent se rencontrer, qui peuvent ouvrir aussi les portes pour un authentique partage. Et c'est là où cet appel, effectivement, a invité aussi les chrétiens à se mobiliser pour se rencontrer et formuler, et puis à inviter très largement d'autres personnes que les chrétiens, pour que ce soit vraiment un genre de forum qui permette de formuler des réponses. Alors il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, on va les reprendre tout de suite, mais je voulais dire que en Charente, chaque diocèse va élaborer son plan un petit peu d'ouverture des lieux à la fois, paroissiaux ou d'église, pour être un lieu de rencontre et de partage. Et à l'initiative de RCF Charente, nous avons la joie de pouvoir vivre ces émissions qui vont être une des réponses possibles pour s'approprier et rentrer dans un débat qui concerne tout le monde, afin que nous ne soyons pas, je le répète, sourds ou aveugles, indifférents et insensibles. Donc il nous faut être bien à l'écoute, bien regarder, être sensible et puis se sentir concerné par toutes ces difficultés. Et donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées et je pense que ça va être tout le travail. Également, nous prenons notre part en tant qu'Église dans ce débat national et que la voix des chrétiens et des autres puisse se faire entendre avec des questions qui aident un petit peu à la réflexion. Alors, sur RCF Charente, ce débat national prend forme d'émissions, 7 émissions à suivre sous votre impulsion. Jean Louinet, vous qui êtes président d'RCF Charente, bonsoir. Bonsoir. Près du micro, je vous rappelle, on parle dans un micro. Voilà, merci Denis. Donc Jean Louinet, sous votre impulsion, on a mis en place ces cahiers d'espérance, donc 7 émissions qui vont se succéder. Comment ça va se passer ? Quel est le programme ? Alors sur le plan concret, donc 7 émissions qui seront toutes en direct et en public, tous les mercredis soirs de 19h15 à 20h30.
ouvert, comme le disait Monseigneur Gosselin tout à l'heure, à tous, à croyants et non croyants, chrétiens et non chrétiens. Et alors avec 5 questions qui sont proposées par les évêques. Je rappelle que c'est proposé depuis le 11 décembre et donc c'est en marge d'une certaine façon du grand débat national qui est lancé par le gouvernement, mais que ça le complète. C'est absolument complémentaire avec une approche singulière qui pose la question, j'allais dire, des valeurs avant de poser la question des recettes concrètes, enfin des solutions concrètes. Donc les solutions concrètes sont nécessaires, mais se poser la question du sens avant, ça a énormément d'importance. On va le faire tout à l'heure dans le cadre du débat. Ce premier débat ce soir, c'est un débat de lancement avec les membres du comité de pilotage qu'on a constitué qui dépasse très largement les frontières de la radio, des gens qui travaillent habituellement à notre radio RCF Charente. Donc les débats qui suivront seront faits en direct et en public dans les 5 doyennés de Charente. Alors je vais vous donner les dates. Donc le mercredi 23 janvier, ça sera à Barbezieux pour le doyenné du Sud Charente. Le 30 janvier, donc un mercredi encore, toujours de 19h15 à 20h30, ça sera d'Angoulême, plus exactement de Soyaux, à la salle Jacques Savin. Puis le 6 février, ça sera en direct de Ruffec. Le 13 février, en direct de l'Est Charente, sans doute de Roumazières, mais c'est pas encore complètement et définitivement fixé. Le 13 février, donc je disais l'Est Charente, et le 20 février de Cognac pour tout le secteur Ouest Charente. Ensuite, nous laisserons s'écouler 15 jours, le temps de faire une synthèse. Alors, on fera une synthèse qui sera présentée aux élus, donc maires, conseillers départementaux, parlementaires, en public. Alors là, à la maison diocésaine directement, c'est la maison diocésaine qui nous accueillera. Ça sera le 13 mars. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que bien sûr, nous appelons tout le monde, croyants et non-croyants. Il y a beaucoup de non-croyants parmi les auditeurs de RCF Charente à participer à ces émissions activement, puisque les émissions comme celle de ce soir, vous allez l'expliquer tout à l'heure, seront divisées en 2 parties. Une partie de débat entre 4 personnes, dont j'espère qu'elles représentent une vraie diversité, et puis une autre partie où le public pourra apporter lui aussi, non pas des questions, mais des contributions. Et pour les personnes qui ne pourront pas venir, elles pourront le faire sur notre site internet rcf.fr en cliquant... rcfcharente.fr. rcfcharente.fr, c'est très bien, Denis, oui, de rappeler cela. rcfcharente.fr, parce que notre site national rcf.fr permet de réécouter nos émissions, mais on a aussi un site local RCF Charente, et ce RCF Charente, c'est là qu'est le débat charentais, donc les cahiers d'espérance. Et alors, oui, au niveau de la possibilité de participer aux émissions, on peut évidemment venir en public, on peut donc aller sur le site rcfcharente.fr en cliquant sur l'onglet Cahiers d'espérance. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas Internet, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas aussi la possibilité de se déplacer, ils peuvent nous écrire, nous envoyer leurs contributions, et elles seront intégrées dans les synthèses qui seront réalisées par le comité de pilotage. À Radio RCF Charente, donc 226 rue de Bordeaux, 16 000 Angoulême. Parfait. Alors on va commencer ces débats en prenant la liste des 5 questions proposées par les évêques pour débattre avec nous ce soir. Gilles Marsat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes retraité d'EDF, mais surtout militant écologiste. À votre côté, Valérie Simon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de mathématiques. Il y a Jacques Thibault, bonjour. Bonjour. Retraité, ancien syndicaliste, très engagé. Toujours syndicaliste. Toujours syndicaliste, mais toujours très engagé aussi. Ibtissem Menaoui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice de médiation sociale. Exact. Et puis notre dernier invité ce soir, c'est Laurent Morin. Bonjour. Bonjour. Alors Laurent Morin, vous êtes prêtre, doyen d'Angoulême, et vous êtes ici aussi en votre qualité d'historien de la Charente pour nous donner un regard sur l'évolution des populations dans ce département. La première question que posent les évêques, c'est quelles sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des formes violentes qu'il a prises. Alors, Gilles Marsat, question directe, comment on peut en arriver à un tel malaise social, selon vous ? Alors, ce que je veux préciser d'abord, c'est que ce qui va être exprimé, c'est un point de vue, c'est pas forcément une vérité, bien sûr, et encore moins parole de l'Évangile. Dans ce sens-là, j'interviendrai moi sur 2 points. L'un, c'est l'aspect social, que j'ai eu l'occasion de défendre en son temps, mais je suis plus porté sur les aspects environnementaux qui, aujourd'hui, sont mis à mal d'une façon très importante. En ce qui concerne les aspects sociaux,
il faut bien se rendre compte que ce qui se passe aujourd'hui est le résultat d'un tas d'insatisfactions qui se sont additionnées depuis plusieurs années et qui jouent sur le salaire des personnes, qui jouent sur l'emploi et qui jouent sur la considération même de qui on est en tant qu'être humain. Donc du point de vue social, on arrive à un point où un certain nombre de personnes n'ont même plus les moyens de vivre correctement et dans de bonnes conditions. Et que, de ce point de vue-là, il faut regarder de près et de regarder le type de production économique qu'on fait. Et là-dessus, je vais devenir un peu sur mon deuxième point, c'est que depuis les années 70, on essaie de faire en sorte que la production économique soit un rapport financier. Et là-dedans, le salarié est qu'une valeur d'ajustement. On s'en sépare si l'entreprise est en difficulté, on s'en sert au maximum pour avoir le rendement maximum. Du point de vue environnemental, on est sur une mauvaise piste, dans la mesure où on produit, on utilise et on jette, mais de plus en plus, on produit plus, et on jette plus. Et à un certain moment, ça devient impossible. C'est-à-dire qu'on a une terre qui est ronde. Les matières premières sont en quantité limitée. Et donc, dans un siècle ou dans deux siècles, ce qui peut se passer, c'est que les terres rares sont plus que rares. Le pétrole, on en a, entre guillemets, abondamment, on en fait de tout. Mais il a aussi une finalité. Et de même l'uranium, même si d'autres présidents trouvent que le nucléaire, ça ne fait pas de CO2, on peut se poser la question de son EPR actuel, qui, pour l'instant, ne fournit pas 1 kilowatt, mais il produit du CO2. Donc, à partir d'un exemple, on voit bien que dans le futur, il va falloir faire en sorte que les réserves naturelles soient quand même plus préservées, moins utilisé à fond perdu qu'on ne le fait aujourd'hui. Là, je vais en rester là pour laisser la parole. Oui, donc, deux raisons, c'est un peu la perte de biodiversité dont vous parliez tout à l'heure, qui entraîne ce malaise, puis la non-considération des personnes. Les deux aspects. Voilà. Je ne sais pas, Ibtissem, vous, à cette question, quelles sont selon vous les causes principales du malaise actuel Les choses ont été bien résumées. Effectivement, je rejoindrai en disant tout simplement les besoins primaires, pouvoir manger. On en est là aujourd'hui, pouvoir manger, pouvoir se loger, besoin de sécurité, voilà. Donc des besoins primaires qui ne sont pas du tout satisfaits et ça se dégrade de plus en plus. Donc le mal-être, effectivement, ne peut qu'augmenter. Au-delà de ça, il y a aussi le sentiment d'insécurité qui augmente. On ne se parle plus. C'est pas notre cas aujourd'hui, mais tant mieux, je dirais. Mais on se parle de moins en moins. Les gens ne se sentent pas écoutés, ne cherchent pas à se connaître et il y a une méfiance et il y a une peur qui est vraiment grandissante. On a tendance à s'isoler et puis il peut arriver beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est deux éléments qui me semblent importants. On ne prend plus... ont beaucoup moins le temps de se rencontrer, d'échanger, d'écouter l'autre, tout simplement. Voilà. Jacques Thibault, quelle est, votre approche de cette question des causes du malaise actuel ? Alors Gilles a dit beaucoup de choses qui sont tout à fait justes, évidemment, sur le social. Moi, j'avais noté la vie est effectivement trop difficile pour trop de gens. Et il y a l'aspect pécunier, salaire, etc. Il y a l'aspect d'insuffisance des services publics, voire disparition, notamment dans les campagnes. Il y a les questions de transport, etc. Et quand on a voulu rajouter une taxe pour des gens qui ne peuvent pas se passer de leur voiture et qu'on leur a expliqué que c'était eux les responsables du réchauffement climatique, quelque chose qui est pas passé, quoi.
Alors, ce premier point, je ne développe pas plus, mais on pourrait naturellement, j'ai amené des chiffres, y compris sur le nombre de pauvres, etc., dans notre pays, mais enfin, tout le monde sait ça. La deuxième question, moi, qui me semble être... pas la deuxième question, la deuxième raison, c'est le mépris, réellement. J'ai employé ce terme-là, le mépris qui a été ressenti par trop de gens, de la manière dont on les considère et dont on les a considérés. J'entends des gens qui disent on se fiche de nous, quoi. Moi, je dois dire qu'en tant que retraité, j'ai ressenti ça aussi par rapport à la CSG. Par rapport à la CSG, où on nous a expliqué et où on a entendu un jeune président venir nous expliquer qu'il fallait qu'on soit solidaire avec les jeunes. Mais quand on est grand-père, qu'on a 11 petits-enfants, comme c'est mon cas, des enfants, vous croyez qu'on ne sait pas ce que c'est que la solidarité? Et c'est lui qui va nous expliquer... faut être solidaire. Et par contre, ses copains les riches, non. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le mépris. Troisième raison qui me semble très importante, et même fondamentale par rapport à la question gilets jaunes, c'est l'affaiblissement des organisations syndicales dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'insuffisance des corps intermédiaires. Alors, ça étonnera personne, je suis là pour ça, en tant que syndicaliste. Je pense vraiment que c'est une question qui est dramatique. Alors, les organisations syndicales ont une part de responsabilité, sûrement. Elles ne sont pas suffisamment unies, etc. Tout ça. Mais j'avais marqué sur le papier que j'avais écrit, c'est dans la proportion du pâté d'alouette. Vous connaissez la recette. Hein, c'est un cheval de responsabilité pour le patronat et le gouvernement, et puis une alouette pour les syndicats. C'est dans cette proportion-là, tellement on nous a fait la guerre. Et ce gouvernement, notamment depuis qu'il est arrivé, il en a même fait une gloire, c'est de dire « je ne céderai rien aux organisations syndicales. Je ne céderai rien ». Et on a vu les différents projets de loi qui sont arrivés, et on a remplacé le terme de négociation pour lesquels les organisations syndicales sont habilitées par le terme de concertation. C'est-à-dire, venez donc, vous allez nous raconter, on va discuter, notre porte elle est ouverte, etc. Mais nada, c'est ce qu'on a décidé qui va s'appliquer. Alors ça, on en porte aujourd'hui, et voilà. Alors moi, je crois que les causes essentielles, elles sont là. À partir de ça, il y a eu le développement des réseaux sociaux, et puis voilà, et le reste, on connaît, quoi. Alors, Père Laurent Morin, dans l'histoire, cet affaiblissement des organisations syndicales dont parlait à l'instant Jacques Thibault, est-ce qu'il, dans l'histoire politique contemporaine, il n'a pas été accentué par le ministre Jospin lorsqu'il a divisé les syndicats? Oui. Enfin, qu'il a divisé le syndicat majoritaire en plusieurs petits syndicats, oui. Alors après, il y a un phénomène, bien sûr, un faisceau d'événements qui se sont succédés les uns les autres autour de ces 30 dernières années. Mais je voudrais justement revenir sur le temps un peu long. Le président de la République disait justement que c'est depuis 40 ans qu'il y a ces problèmes qui vont croissant. Mais regardons deux exemples pour la Charente. C'est ce que je voulais faire ce soir. Deux exemples de lieux d'embauche particuliers qui sont à la fois la première entreprise charentaise privée, le Roi Semer, et de l'autre côté, la viticulture et la production de cognac. Regardons ces deux exemples. Le Roi Semer, qui est fondé il y a tout juste 100 ans par Marcelin Leroy dans un garage à Angoulême avec 2 salariés. Emploie en 1985 7500 salariés. À ce moment-là, l'entreprise est autonome avec un écart de salaire entre 1 et 5, entre le plus bas revenu et le plus haut. Elle était alors le numéro 1 des moteurs électriques en Europe. Elle est vendue à Emerson en 1990, puis à Nidec en 2016, pour, je cite, « stimuler la croissance et retrouver le flux de trésorerie et accélérer la création de valeur pour les actionnaires ». Fin de citation. À la base, le Roi Semer avait pour valeur centrale l'humain toujours en premier, plus de démocratie sociale pour plus d'efficacité économique, dire la vérité. Bon, avec des hauts et des bas, bien sûr, des tensions comme partout, comme dans toute entreprise. Mais le problème, c'est que l'apport de capitaux n'a absolument pas créé d'emplois. Il en a détruit, puisque aujourd'hui, on est passé donc en une vingtaine d'années, 30 ans, de 7500 à 2400 salariés. 2400 salariés, 3 fois moins. Donc c'est 3 fois moins d'emplois par cette industrie. On a toujours besoin de moteurs électriques, puisqu'on parle de plus en plus tout électrique. Oui. Eh bien non. En Charente, ça ne se passe pas comme ça. Et encore 200 emplois en moins de 3 ans.
Donc, avec un écart de salaire, j'imagine. Avec l'écart de salaire, voilà, qui devient, alors là, on ne peut même plus le calculer, tellement il est exorbitant. Et des décisions qui sont plus prises du tout pour l'essentiel, enfin certaines oui, mais qui sont prises au Japon, en l'occurrence. La viticulture charentaise. Il y a 50 ans, en 1970, 30 000 viticulteurs qui produisaient du cognac. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 000. 30 000, 3 000, en l'espace donc de 50 ans, d'une génération. Les hommes ont été remplacés en grande partie par les produits phytosanitaires, qui remplacent évidemment de la main-d'œuvre, mais qui abîment les sols, qui tuent les sols, qui aujourd'hui font du département de la Charente le 10e département en consommation de glyphosate, 10e sur 100, à cause de, essentiellement, son vignoble, qui fait également du cours d'eau de la Charente, un des plus pollués de France, d'Europe, à cause de cela. L'industrie numéro 1 qui y travaille, et qui emploie du personnel, c'est la société NC. NC, c'est LVMH, c'est le numéro 1 du CAC 40 en France, numéro 1. Donc avec sensiblement de gros revenus pour les actionnaires. Mais NC, au lieu de créer des emplois, en a supprimé entre 1990 et aujourd'hui. On était à 1000 salariés il y a 30 ans, on est à peine à 800 aujourd'hui. Alors que le territoire, le volume de production ne cesse, bien sûr. Cessé d'augmenter, même le volume de plantation. De plantation, d'exportation. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé, dans le même temps, en 30 ans, de 300 millions d'euros à 1 milliard 300 millions d'euros. Multiplié, donc, on le voit par 4 en l'espace d'une vingtaine d'années. Ça, c'est pour le chiffre d'affaires. Donc il y a ce décalage-là qui peut faire dire à des observateurs, indépendamment de l'interprétation après des faits, il y a la première violence qui est la violence de l'argent dans notre société contemporaine et qui, évidemment, au bout d'un moment, ça craque, c'est obligé de céder quelque part. Parce que où ils sont devenus tous ces salariés qui ont disparu ? Ils sont RMI, petit boulot, emploi précaire, chômage, etc. Et la population de la Charente est stable. Ouais. Voilà. Pas de nouvelles créations d'emplois, donc pas de nouvelles amorces, donc pas non plus d'arrivée de population. Mais de plus en plus de chômeurs. Bien sûr. Merci Laurent Morin. Valérie Simon, alors beaucoup a été dit sur cette première question sur les causes, selon vous, du malaise actuel et des formes qu'il prend. Vous auriez un mot à rajouter ? Oui, alors moi je parlerai effectivement de précarité, de paupérisation de la population, et puis Madame parlait du lien social qui se délite, et moi je parlerai aussi peut-être des structures familiales aussi qui se délitent ou qui se modifient. On a de plus en plus de familles monoparentales et on sait que c'est encore plus compliqué pour ces familles. Les familles, la structure familiale aussi évolue et la solidarité qui pouvait peut-être exister à l'intérieur de la famille, peut-être disparaît. Elle est peut-être à réinventer. Moi, je parlerai aussi effectivement du sentiment d'injustice et d'inéquité face aux efforts qui sont demandés, qui sont peut-être nécessaires, mais la pédagogie n'a pas été très présente depuis quelques années. Et on a oublié de nous expliquer peut-être en fait pourquoi les réformes étaient nécessaires et pourquoi on les faisait, dans quel sens on voulait qu'elles aillent. Et il y a un manque de pédagogie, il y a eu effectivement un manque de considération et d'écoute. Et je pense que voilà, si on est tous réunis ce soir, c'est peut-être pour commencer à remettre un peu d'écoute. Voilà, moi, à titre personnel, là, je voulais simplement dire que la violence là qui a été visible pendant 2 mois, moi, m'a personnellement beaucoup impacté. On a vu sur les écrans des choses que je ne pensais pas qu'on pourrait voir en 2018 en France. Voilà, et c'est grave. Enfin, j'ai trouvé que c'était grave qu'on en soit arrivé là, quoi. Mm-hmm. Donc, que pouvons-nous faire ? On va commencer à y réfléchir. Alors, la deuxième question que posent les évêques de France, c'est qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques ? Je me tourne vers vous, Ibtissam Menaoui, parce que c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure. Il me semble que c'est la réponse à donner à cette question. C'est les lieux de parole. On n'a plus l'occasion de parler dans ce pays ? Oui, j'y reviendrai assez souvent. Effectivement, oui, parler,
créer du lien, recréer du lien, réparer du lien. Effectivement, dans la médiation sociale, là, c'est l'essence même. C'est important. Avoir le temps, prendre le temps. Et puis faciliter peut-être aussi, ça fera le lien avec certainement la question suivante, mais faciliter le lien avec les instances et les élus, on va dire en mode horizontal et non pas vertical. On se demande pourquoi les personnes effectivement ne participent pas pleinement. C'est compliqué. On a l'impression qu'il y a des barrières invisibles, pas toujours très très faciles. Les lieux, les gens ont besoin de sortir de leur quotidien extrêmement difficile et se rencontrer sur des temps conviviaux, ne serait-ce que tout simplement boire un café, se retrouver à écouter de la musique, enfin des choses toutes simples. Les débats très longs, ce qu'ils peuvent voir à la télé, lire dans la presse, je veux dire, à un moment donné, c'est le retour que l'on peut avoir du terrain et c'est des choses un peu plus joyeuses et puis être respecté finalement, être écouté et voilà. Alors donc ça c'est ce qui pourrait permettre aux citoyens de la démocratie de se sentir davantage partie prenante, c'est de discuter, prendre des décisions politiques. Oui, on a pu en tout cas le vivre, je veux dire sur Soyaux notamment, on se dit oui, les personnes ne participent pas. Tout d'abord, aller les rencontrer, échanger avec elles, les respecter. Vous avez dit utiliser le terme, et j'ai beaucoup apprécié, mépris. Tout d'abord, voilà, en face de soi, ce sont des êtres humains et qui peuvent avoir des idées et dire des choses extrêmement intéressantes. À partir du moment où on prend le temps d'écouter l'autre et de véritablement le valoriser, il est prêt à un moment donné, de s'investir et puis d'échanger, de donner ses idées. Et c'est très important. Il faut du temps et il faut surtout peut-être accompagner les personnes à redevenir, je veux dire, des citoyens et des citoyennes à part entière. Alors c'est lié aussi à la troisième question, hein, quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation. Jacques Thibault, Ibtissam a parlé de vous, de ce manque de considération qu'il ressentit sans doute dans la société aujourd'hui. Oui, et j'apprécie aussi ce qui vient d'être dit, mais pour ce qui est des décisions politiques, puisque là on est aussi affaire à un gouvernement, en particulier un président, etc. Moi je pense que pour être associé, pour se sentir partie prenante de décision, il faut y être associé à l'élaboration. Alors ça passe par ce travail de terrain, mais ça passe aussi par des structures et des statuts en quelque sorte, une constitution même qui prévoit d'organiser cette démocratie. Or je crois bien qu'on est au bout d'une certaine conception, quoi. Moi je pense que le président de la République, dans la Ve République, les institutions sont comme ça, il a été élu là sur un programme qui était partagé par à peu près 20% des électeurs. C'est ça qui est au premier tour. Et au deuxième tour, personnellement, je vais vous dire, je fais partie de ceux qui ont voté pour lui au second tour. Pour lui ou contre ? Non, j'ai voté pour lui tout en disant combien j'étais contre sa politique. Et je l'ai dit en toute clarté. Et je me souviens, vous savez, il y avait une manifestation syndicale qui se trouve tous les ans le 1er mai, entre les deux tours. Eh bien, je vous dis pas les débats qu'on avait. Et je me souviens très bien de camarades à moi qui me disaient « Mais attends, tu vas quand même pas voter pour lui, c'est le tenant du libéralisme, etc. » et tout ça. Et je disais « Oui, mais c'est quoi l'alternative ? Si on veut pas que ce soit Marine Le Pen qui arrive au pouvoir, et je ne voulais absolument pas, et mes camarades non plus voulaient pas. » Et alors, je me souviens, c'est pour l'anecdote, mais je trouve qu'elle est intéressante. Il y a un copain, il me dit à un moment donné « Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il passe, mais qu'il passe juste, quoi, pour pas qu'il se sente trop à l'aise. » Je dis oui, par exemple, s'il faisait 50,5% des voix, ça serait pas mal. Ah, elle me dit oui, ça. Je dis oui, ce qui fait que Marine Le Pen aurait 49,5. Voilà, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans cette démocratie. Mais après, quand un président comme ça, il est élu et qui dit je vais appliquer mon programme, rien que mon programme, tout mon programme, je dis non, c'est pas ça la démocratie. Alors, vous voyez, je pense que là, on a quelque chose à faire et sans doute qu'il faut changer au niveau des institutions. Alors, parce que la Ve République, elle permet ça. Moi, je considère en même temps qu'elle ne l'oblige pas.
On aurait pu avoir un président qui fasse différemment une fois qu'il est élu, pour tenir compte qu'effectivement il avait été élu dans ces conditions. Il le savait très bien, des gens qui étaient contre son programme et qui ont appelé à voter pour lui parce qu'il voulait battre son adversaire. Et c'est tout à fait respectable, je pense, parce qu'on n'est pas que pour le racisme, etc. Bon, je développe pas. Donc, il aurait pu faire différemment. Et notamment, je pense qu'il aurait pu s'appuyer sur des négociations sociales sérieuses. Il fallait discuter avec les organisations syndicales, j'y reviens, mais pour qu'il y ait des discussions, savoir ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, etc. Or, au contraire, on nous a imposé. Donc moi, je trouve que ça, c'est absolument invraisemblable. Voilà, alors... Oui, ça s'est déjà vu, Laurent Morin, parce que quand Jacques Chirac a été élu avec 80% des voix, c'était parce que face à lui, il y avait encore Monsieur Le Pen. Oui, mais justement, il a cherché. Alors, le problème, c'est justement, il n'a peut-être pas cherché suffisamment pour donner un exemple de ce qui était possible à ce moment-là, d'essayer d'une ouverture politique et de prendre en compte aussi ceux qui pouvaient l'avoir rejoint justement en votant contre et non pas forcément par un vote d'adhésion, ce qui c'est effectivement le cas de l'élection d'il y a un an et demi. Mais justement, je voulais souligner que les décisions politiques en général sont, je pense, recevables si ce sont vraiment celles qui émanent du suffrage universel. Et là, on voit bien justement le problème qui se pose, c'est que les idées, les valeurs, les projets qui sont mis en œuvre n'émanent pas vraiment du suffrage universel dans la diversité d'un premier tour ou même d'élections plus locales. Et je vais donner l'exemple de notre fameuse LGV qui traverse la Charente, qui a été décidée par l'État et par les collectivités locales, mais qui a été financée par l'État et les collectivités locales, avec donc l'argent des impôts, donc notre argent. Le problème, c'est que maintenant, on explique aux Charentais qu'on a traversé au détriment de l'écologie et de l'environnement local, le département, on a fait une belle balafre à travers le département pour que les hommes d'affaires gagnent une demi-heure entre Paris et Bordeaux. Mais aujourd'hui, les dessertes, ni les collectivités locales, ni l'État n'ont la main dessus. Donc les financeurs ne peuvent pas dire, on veut quand même des dessertes pour le territoire qui a été traversé. Non, c'est la SNCF, c'est une entreprise qui décide à la place de ceux qui devraient décider, l'État, les élus, au nom des financeurs que nous sommes et des utilisateurs que nous sommes. Donc on arrive dans cette tension. Un mot, Jacques Thibault, parce que et on ferme la ligne Angoulême-Limoges. Et bien sûr, et voilà. Bien sûr. Là, il n'y a pas d'argent, bien sûr. Il est 19h48 sur RCF Charente, c'est l'émission Cahiers d'Espérance, la première du genre, de présentation des débats qui auront lieu sur les 5 doyennés de Charente jusqu'au 20 février, où l'on passe en revue les 5 questions qui sont posées par les évêques de France, la conférence des évêques de France. Quels sont selon vous les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation? C'est la question sur laquelle on était. Gilles Marsat, vous avez une idée? Quels sont ces lieux? C'est de nouvelles instances politiques? Un certain nombre de lieux existent. Je ne vais pas revenir dessus. Simplement, j'ai 2 ou 3 remarques à faire. La première, c'est que la notion d'élection doit changer dans l'esprit, en particulier de beaucoup de politiques. Un élu, c'est pas quelqu'un à qui on délègue un pouvoir sur notre vie sans qu'on ait quelque chose à dire. Et donc, il faut que ça devienne effectivement un porte-parole, de telle façon que les interventions, les décisions à prendre, on s'appuie d'abord sur ce que vivent les gens, et après, effectivement, politiquement, il peut y avoir un choix à faire, parce que chacun n'a pas forcément les mêmes besoins. Mais à ce moment-là, on tient compte des réalités, et on rend compte des raisons pour lesquelles on a fait ou on n'a pas fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, toute l'économie est basée sur le PIB. Il faut en arrêter avec simplement ce principe économique destructeur. Et en fait, il faut trouver des critères d'évaluation qui soient adaptés à notre situation. À ce moment-là, certains parlent de la notion de bonheur, mais l'aspect santé, l'aspect éducation, tous ces aspects-là devraient faire l'objet de critères. Et j'ai un troisième point qui est... J'en termine, qui sont sur le vocabulaire même. On parle de marché. Dites-moi qui tient le marché. C'est le Dieu des riches. Et il n'a pas plus de consistance que le Dieu auquel on croit. Et donc, là aussi, quand on parle de concurrence, ça veut dire quoi?
quand vous avez des entreprises qui s'entendent entre elles, quand vous avez Amazon qui jette du neuf, c'est même pas du vieux là, c'est du neuf. Vous avez tout ça devrait évoluer sérieusement. Et je suis... Oui, bon, j'en dis pas plus. Non, mais allez-y, finissez. Non, c'est simplement que j'ai essayé d'écouter notre président hier soir avec les élus du côté de l'heure, etc. Je l'ai entendu que 2 heures, je crois qu'il a passé 4 heures avec les élus. Il a toujours parlé en disant « je ». Eh bien, c'est significatif d'un comportement. Et dont on nous avait dit qu'il allait en changer, et que je ne vois pas beaucoup l'évolution. Entre Gilles Marsat et Jacques Thibon, on ne sait pas quel est le plus syndicaliste des deux, finalement. Non, mais Gilles, il a été syndicaliste toute sa vie. C'est pas, donc, on n'était pas dans la même organisation, mais c'est pas pour ça que... Mais voilà, on s'est souvent côtoyés. Donc, parmi les questions, quel bien commun recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens? Il est tourné vers l'avenir. Sous-entendu, sans doute, dans cette question, le partage des richesses, c'est le bien commun, Laurent Morin? Oui, bien sûr, plus de partage, des projets aussi peut-être structurants à long terme. Moi, ce qui me marque, c'est de voir qu'on réfléchit toujours à court terme. Des élections, c'est pour 5 ans, la plupart. Mais c'est terrible, alors que l'on sait très bien que les enjeux de l'humanité, c'est à échelle 50, 80 ou un siècle. Aujourd'hui, nous sommes aussi près du 22e siècle que de la guerre de 39-45. Est-ce que l'on pense autant au XXIe siècle, si ce n'est plus, puisque c'est quand même ce pourquoi nous travaillons sur cette terre, que ce qui s'est passé au moment de la Seconde Guerre mondiale? Pas suffisamment. Les programmes politiques devraient être en fonction des objectifs, des rapports, des constats que l'on fait. Et on a beaucoup d'informations, d'éléments qui peuvent nous renseigner sur l'état de la planète dans 50 ou 100 ans. Et là, c'est au niveau mondial, bien sûr, qu'il faut pouvoir travailler. Et là, on voit très bien, on en est très, très, très loin. Et c'est ça qui peut effectivement être source d'inquiétude. Valérie Simon, vous qui êtes prof de maths, vous qui rencontrez, qui parlez souvent avec les jeunes, il manque comme ça de vision de l'avenir ? Oui, complètement. Les lycéens que je côtoie tous les jours ne s'inquiètent que de ce qui va se passer le lendemain. Et ils ont du mal à se projeter, tout à fait. Et je pense que effectivement, ce qu'on leur offre n'est peut-être pas non plus très très positif. Il y a une très forte pression sur eux de la part des parents, de la part du système, de la part des enseignants. Et voilà. Et là, je pense aussi que nous, on a un gros travail en tant qu'enseignants, en tant que système éducatif, pour aussi permettre aux jeunes de s'insérer dans cette vie politique, dans ce qu'elle a de plus noble. Voilà, il existe des conseils municipaux juniors, c'est peut-être des choses à développer, parce que si on veut que l'adulte prenne sa place dans la société, eh bien peut-être qu'il faut lui apprendre dès le plus jeune âge à débattre, à s'écouter, à discuter, à échanger. Et ça, c'est peut-être, je dis pas que c'est le rôle de l'école, mais oui, si quand même. Je pense que ça fait partie un peu des missions qu'il faudrait qu'on retrouve. Par rapport à tous ces jeunes qui sont les adultes de demain et qui vont travailler pour ce bien commun. Et moi, je dis que l'un des biens communs qu'on ait tous, c'est la planète, quoi. Et à un moment, cette planète, va falloir qu'on se rende compte que on est tous dessus et qu'il faut il faut aussi qu'on réfléchisse par rapport à la planète, à sa sauvegarde et au fait qu'on ait un système. Là, vous apportez de l'eau au moulin de Gilles Marsat. Mais tout à fait. Mais moi, je peux apporter de l'eau au moulin de ceux qui sont intervenus avant aussi, parce que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de considérer l'humain. Quelle est sa place? Comment on le fait vivre? Avec qui? On n'a jamais eu autant de moyens technologiques. Regardez les smartphones. On nous dit que c'est des moyens communicants. On ne s'est jamais autant parlé. Et de fait, c'est en situation de catastrophe que vous voyez des solidarités qui renaissent. Et effectivement, les gilets jaunes de ce côté-là ont montré qu'il y avait des choses possibles. Si on crée les conditions pour que ça soit possible. Sauf qu'on n'en est pas là. Parce que des biens communs, on pourra
en ajouter d'autres. Moi, je vous ajouterai la biodiversité. On en voit disparaître 30% en 10 ou 20 ans. Et on va où avec ça? On va où? La fin du siècle, elle n'est pas loin. Mais si on dépasse les 2 degrés de réchauffement, on est à moitié foutu. Donc voilà, c'est de la même façon, on pourrait parler de bien d'autres choses, sur les conditions de travail, sur les retraites, enfin bon, voilà, j'en arrête là. Ouais, Jacques Thibault. Oui, le bien commun qui pourrait fédérer, c'était ça la question. Ouais. Notre bien commun, moi je dirais, c'est d'abord nos enfants, nos petits-enfants. Et effectivement, moi j'avais marqué ça sur mon papier. L'école d'abord, l'école en premier. Il faudrait investir beaucoup plus, surtout avec la dégradation qu'il y a eu dans la formation. Et je dirais, j'y rajouterais la formation et la culture, qui vont les deux qui vont ensemble. La culture étant aussi de la formation tout au long de la vie. Oui, je vais essayer de parler dans le micro, monsieur. Je vois le technicien qui me fait les gros yeux. Voilà. Donc ça me semble très important. Après, les projets d'avenir, et notamment tout ce qui concerne ce pourquoi Gilles se bat à juste raison, l'avenir de la planète, de la Terre, etc. et tout ça. Moi, je pense qu'il faudrait montrer l'exemple, quoi, qu'il y a effectivement des grandes décisions, et il faudrait qu'il y ait des investissements qui soient faits pour ça. Or, il y a des moyens, il y a des gens qui proposent des moyens pour ça. Parce qu'on est tout le temps en train de nous dire il n'y a pas de moyens. Or, il y a beaucoup de richesses sur la planète. Et je pense qu'il faudrait qu'on regarde ces choses-là d'une autre manière. Parce que jusqu'à maintenant, quand on commence à aborder, oui, mais il faudrait faut augmenter les salaires, transformer les choses, on dit, oui, mais on est contraint. Et les politiques eux-mêmes, on dit, ils peuvent pas, c'est dans le cadre de l'Europe, on peut pas faire autrement, etc. Moi, à un moment donné, je me dis, il faut que et là j'en viens aux questions, l'origine de notre débat, l'originalité plutôt peut-être de notre débat, c'est de se dire mais quel sens ça a tout ça? Pourquoi on est sur Terre? Et effectivement, on a un monde qui fonctionne au service de l'argent et de toujours plus d'argent. On a des connaissances aujourd'hui techniques, scientifiques, les mathématiques, elles servent les fameux algorithmes là, etc. Ils se servent de tous ces moyens là à la bourse, mais c'est pour faire quoi? C'est quel est le but? Le but, c'est que l'argent rapporte toujours plus d'argent. L'argent va à l'argent, enfin c'est oui, mais on pourrait très bien y mettre d'autres critères pour dire non, il faut que l'argent aille au bonheur des gens, à la création de richesses utiles pour tout le monde, à la satisfaction des besoins sociaux et humains. Et moi, je trouve qu'on est vraiment un tournant. Ça fait longtemps qu'on dit, le capitalisme, il a ses limites, etc. Mais moi, je crois vraiment qu'on y est aujourd'hui et que c'est pas une histoire de boutique, c'est une histoire qui doit intéresser tout le monde. Et c'est pas la lutte des uns contre les capitalistes non plus. Moi, je suis horrifié quand j'entends que les patrons des 40 plus grandes entreprises de France qui sont cotées au CAC 40, vous savez combien leur salaire, il se mesure en nombre de fois le SMIC. C'est 100 fois le SMIC, 200 fois, 300 fois. Non, c'est 300 fois le SMIC. Du moins, c'était 300 fois le SMIC en 2016. Parce qu'en 2017, vu l'augmentation qui se sont fait, c'est passé à 350 fois le SMIC. Mais qu'on m'explique pourquoi ces gens-là, ils ont cette somme-là. Il y a un moment donné, quand même, il faut arrêter ce délire de toujours plus d'argent. Voilà. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais formé à la JOC. Et un des critères fondamentaux que j'ai appris, c'est un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. Et vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Eh ben, je pense que les chrétiens, ils devraient se mobiliser aussi fortement pour dire, les chrétiens et les autres naturellement, mais notamment les chrétiens pour dire non, cette doctrine-là, c'est plus possible, il faut qu'on change les choses. La JOC, c'est la jeunesse ouvrière chrétienne, oui, Laurent Morin. Oui, peut-être juste pour compléter en disant qu'effectivement, le Concile Vatican II avait mis en valeur l'analyse des signes des temps. C'est-à-dire que chaque groupe humain, chrétien ou non chrétien, est appelé vraiment à discerner dans son existence, dans sa vie, quels sont les éléments importants, novateurs pour se mobiliser, pour rentrer en compréhension avec ce qui se passe autour de nous, autour d'eux, et donc d'agir après cette analyse des signes des temps. Et sûrement, peut-être que l'Église n'a pas suffisamment et ne fait pas suffisamment ce travail d'analyse des signes des temps pour comprendre le monde dans lequel on est et agir en conséquence et proposer de façon peut-être plus réelle des pistes, des alternatives, des chemins.
Alors, il est 20h sur RCF Charente. On avait pensé brosser les 5 questions dans ces 3 premiers quarts d'heure d'émission. Il nous en reste une avant de passer la parole éventuellement au public, puisqu'il y a quelques personnes qui sont venues nous rejoindre, le public qui fait partie aussi du comité de pilotage qui met en place ces émissions Cahiers d'espérance. Quelle raison d'espérer, justement, souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants? C'est la dernière question que se posent les évêques de France et qu'ils nous posent. Ibtissem Menaoui, quelles sont ces raisons d'espérer, selon vous, aujourd'hui? Ce qui se passe actuellement, je dirais, cette mobilisation du peuple, des personnes, des citoyens. Donc je trouve que c'est un très beau signe et c'est un très bon début. Au-delà de ça, moi je voudrais ce que l'on peut transmettre à nos enfants ou à nos petits-enfants, toutes les personnes autour de nous. D'abord, nous, les adultes, réapprenons à rêver. Je vais peut-être paraître utopiste, mais avant de construire ou de reconstruire, d'abord, il faudrait apprendre à rêver. Et pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Valérie, les jeunes ne rêvent plus. Enfin, ceux que je peux rencontrer, et peu importe de quel quartier ou d'où ils viennent, ne rêvent plus. Effectivement, tout est dans ce qui va se passer dans la journée, maximum le lendemain. Tout va très très vite. Mais quand on leur demande qu'est-ce que vous souhaiteriez faire plus tard, des réponses, ça sert à rien vu la situation et ce qui se passe. Réapprenons, donnons-leur envie de rêver et nous-mêmes réapprenons à rêver. Ce que je pourrais aussi ajouter, c'est peut-être de mettre en commun et de faire un focus sur toutes les initiatives, pourquoi je vais dire petites, toutes les initiatives qui sont positives et qui sont mises en place par tout un chacun, des petites associations, enfin un peu partout. Il y a plein de personnes qui œuvrent pour mettre en place des actions très très positives. Jean-Louis, je ne sais pas où il est, je ne le vois pas, mais il était à l'initiative du printemps de la fraternité où il y avait un focus sur justement toutes les associations de Charente et autour de la Charente qui donnait envie et qui donnait de l'espoir, de la solidarité, de l'amour, etc. Donc tout simplement, il y a des choses négatives, c'est vrai, mais il y a énormément de choses aussi très très positives et donnons envie de rêver et puis essayons de se retrouver tous ensemble et de reconstruire une société où il y a de vraies valeurs. Voilà ce que je pourrais dire. Des valeurs donc que vous souhaitez transmettre vous aussi à vos 11 petits-enfants, Jacques Thibault? Oui, absolument. Alors j'ai déjà dit un petit peu de choses, donc je vais être très court, mais je crois à la vie plus forte que la mort. Donc et en même temps, sachant que quelque part, il faut qu'il y ait la mort pour qu'il y ait la vie. Donc les deux se tiennent, mais je pense qu'on est dans une situation où il y a toujours des choses extrêmement négatives, et en même temps, chaque fois qu'il y a des choses très négatives, il y a des gens qui se lèvent, qui résistent, qui se battent. Alors ça a été vrai dans l'histoire, tout au long de l'histoire, et c'est vrai encore aujourd'hui. Il faut simplement prendre le temps de regarder, d'écouter, de regarder ce qui se passe. Et je pense qu'il y a effectivement plein d'initiatives partout, dans beaucoup de domaines, et notamment pour qu'il y ait des solutions concrètes. On a dit tout à l'heure comment la terre dans la région où j'habite, elle a été largement détruite, mais il y a partout, il y a aussi des gens qui réfléchissent et qui commencent à faire différemment. Bon, je trouve que c'est extrêmement positif. Mais c'est encore le porte-monnaie qui les fait réagir, j'imagine, parce qu'on se rend compte que les gens sont plus aptes à acheter du bio qu'autre chose, que les vins je crois pas, parce que dans le cognac, par exemple, je crois pas, parce que par exemple dans le cognac, il y a peu de bio. Parce que précisément, le cognac, il se vend de toute façon, quelle que soit la manière dont il est fabriqué. Mais il y a quelques agriculteurs qui s'y mettent quand même. Et je pense que ceux qui s'y mettent, c'est parce qu'ils sont porteurs d'autre chose. Gilles ? Et c'est pire que ça. C'est que l'alcool bio vaut pas plus cher que l'alcool fait avec des pesticides. Bien sûr. Donc, quand on nous dit que c'est pas possible, etc., si, il y a des possibilités. Là, je reviendrai sur ce qui est dit et je ferai que l'appuyer. Même en termes de consuméristes, un certain nombre de personnes se posent des questions, changent leur modalité. Et donc, il y a du travail qui peut se faire en termes environnementaux. C'est fou le nombre d'expériences individuelles ou collectives qui se mettent en place. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas de débouché politique. Et comme la biodiversité, c'est pas que notre pays,
c'est l'ensemble du monde et qu'il faut qu'il y ait des débouchés qui permettent de poursuivre ce type d'opération. Moi, ce que je crois, c'est que la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec son PIB, elle est obsolète. Et que ce qui est en train de se faire, c'est qu'on est en train de faire des fondations pour autre chose. Et donc, effectivement, moi je suis un petit peu âgé, je ne vais pas aller bien loin maintenant. Mais c'est à nos enfants, nos petits-enfants, qu'il va falloir qu'ils construisent sur ces fondations une autre société. Et qu'ils tiennent compte que le fait, c'est qu'on est un humain, c'est pour essayer de transformer, pour que l'ensemble des humains aient leur place. Quand on voit que la faim est en train d'augmenter, alors que jusqu'à maintenant, elle avait plutôt tendance à diminuer, c'est quand même inquiétant pour l'avenir. Valérie Simon, je vais peut-être être un peu direct, mais vous pensez que changer de paradigme comme ça, c'est possible ? Ah oui, j'y crois. J'y crois parce que je pense que l'homme s'est toujours adapté. Je pense que là, effectivement, on traverse une crise profonde, mais peut-être faut-il traverser les crises profondes. C'est un peu comme dans les familles ou dans les couples. Peut-être faut-il traverser une forte crise pour finalement se poser la question des vraies valeurs et reconstruire à partir de ces valeurs. Et ce premier débat permet peut-être cela. Effectivement, moi je pense qu'on a aussi un peu trop tendance à ne voir que ce qui ne va pas. Et il faudrait aussi qu'on soit un peu plus positif dans nos façons de réagir, dans nos façons de mettre en avant tout ce qui se passe. On parle d'économie locale, d'économie solidaire, on peut parler de logement intergénérationnel. Il y a des tas d'initiatives qui existent, qui se développent. Peut-être faudrait-il les mettre un peu plus en avant. Et peut-être une place, une émission sur RCF sur et qu'est-ce qui va bien chez nous, quoi. Ou je sais pas, il y a peut-être des choses à créer. C'est peut-être le début. Et moi, pour terminer, mais je pense qu'il faut qu'on pense aux jeunes générations aussi, parce que ce sont les jeunes là que je côtoie tous les jours qui feront le monde de demain et peut-être qu'ils sont pas assez impliqués et il faut qu'on arrive à pas les laisser et à les faire venir avec nous là sur ce chemin d'espérance, tout à fait. Oui, merci. Alors, visiblement, la société est au bout d'un système. La société s'est appauvrie, la paupérisation est croissante, les gens n'ont plus rien à manger, ils se soulèvent, on arrive au bout du bout, c'est ce que nous disent les Gilets jaunes. Non, il y a régulièrement des crises dans l'histoire. Il y a, on peut évoquer le terme de cahier de doléances qui a été donné et d'ailleurs peut faire référence à la situation, toute comparaison bien sûr gardée, de 1789, où il y avait un problème fiscal, d'injustice fiscale dans le peuple. La population était plutôt en croissance, l'économie était plutôt en croissance, mais il y avait ce sentiment d'injustice entre des privilégiés et des non-privilégiés, ceux qui devaient payer l'impôt et ceux qui en étaient exempts et qui en profitaient. En Charente, on peut regarder l'histoire, les cahiers de doléances de mars 1789, il y a eu une collusion entre le cahier du tiers-état et le cahier du clergé, qui demandait l'un comme l'autre l'abolition des privilèges. Donc c'est cette collusion du clergé du cahier de doléances du clergé et du tiers-état qui a permis cette évolution nécessaire à la société, qui a été celle qui ouvre l'époque contemporaine, la révolution de 89. Excès, bien sûr, mis à part. Mais voilà, on peut se rencontrer, alors c'était des ordres privilégiés et des ordres qui travaillaient dans la société, on peut se rencontrer sur des valeurs communes. Et moi, j'aurais envie de dire, pour conclure, l'essentiel, c'est de croire en soi-même, dans ce que nous avons fait, dans ce que nous sommes capables de faire, dans ce que nous sommes. Croire pas seulement dans l'avenir de façon vague et générale, mais croire que cet avenir, il est concret. Il passe par nos actions de tous les jours et que nous en sommes capables. Nous en avons été capables hier, nous en sommes capables aujourd'hui et nous en serons capables de la même façon demain, dans un contexte différent. Et ça, cette conviction qui est de l'ordre de la foi, croire que nous sommes capables de vivre, d'aimer, de construire, d'avancer ensemble. Et là, à partir de là... Croire qu'une justice fiscale est
possible parce qu'on en est encore là finalement. Voilà. Et parce qu'on en a besoin pour vivre, tout simplement. C'est pas une question d'idéologie, c'est avant tout une question de nécessité. Alors, Jean-Louis Ney, le président de Radio RCF Charente, qui a insufflé un peu cette série d'émissions autour des cahiers d'espérance. Vous avez sans doute le micro HF. Je ne sais pas s'il y a des réactions parmi les gens qui sont avec nous, mais vous pourrez nous en dire. Alors peut-être que, Monseigneur Gosselin, vous pouvez réagir sur ce que vous avez entendu ce soir ou pas. Enfin, je veux pas vous obliger, bien sûr, mais... Il me semble qu'on est tout à fait dans l'esprit de ce qui est souhaité, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer à la fois en conscience. Et puis c'est un problème extrêmement complexe. On entend parler effectivement de la défense de la planète. On voit bien qu'on agit aujourd'hui avec cette mondialisation. On ne peut pas non plus simplement défendre les intérêts franco-français lorsqu'on voit aussi des populations migrantes qui débarquent, qui nous parlent des conditions de vie en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Donc je crois que c'est ça qui ramène aussi des critères de complexité. Mais en même temps, je pense que c'est en formulant que peut émerger, et en écoutant aussi différents points de vue, que peut émerger des solutions qui vont convenir à tous. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'on est dans l'esprit de ce qui est souhaité, pas simplement par les évêques, par les politiques, et puis aussi par le peuple tout entier, d'avoir voix au chapitre, afin d'être artisan aussi de la construction de ce monde où peut-être il fera à la fois bon vivre et il fera bon être accueilli par des gens accueillants qui savent partager. C'est ce que nous pouvons en retenir, Jean-Louis Ney, c'est ce que vous avez entendu ce soir? Oui, tout à fait. Et moi, ce que je retiens le plus, c'est les derniers échanges qu'il y a eu sur ce qu'il faut transmettre à nos enfants. J'ai vu que tout le monde voulait transmettre une forme d'optimisme. Et ça, c'est très important, l'optimisme. Et je crois à la force autoréalisatrice de l'optimisme. Voyons ce qui va bien. Voyons en effet toutes ces initiatives qui sont prises à droite et à gauche. Il y a le film Demain qui c'est vraiment à lui tout seul, c'est un panorama des choses qui bougent, des choses qu'on ne voit pas, de ces petits signaux faibles qu'on devrait voir plus pour croire plus nous-mêmes en l'avenir. Et puis même se donner nous-mêmes la force de bouger, de se remuer pour que les choses aillent mieux. C'est à chacun de prendre un petit peu quand même aussi en charge cet élément-là. Et alors, puisque j'ai la parole, je la garde. Prenez le micro plus comme en face. Ça. Voilà, d'accord. Merci. Je me fais mon apprentissage en même temps. Alors, il y a un autre élément. Dans la doctrine sociale de l'Église, il y a une notion qui est celle à laquelle, cet élément, j'y tiens beaucoup, c'est la notion de subsidiarité. Je crois qu'une des grandes causes des difficultés qu'on a actuellement dans notre société, de ce mal-être qui est révélé par les Gilets jaunes, c'est le fait que les décisions nous échappent, c'est toujours plus loin. Alors, pourquoi aller décider à Bruxelles ce qui peut se décider à Paris? Pourquoi décider à Paris ce qui peut se décider à Angoulême ou au Conseil général? Et puis, pourquoi décider à la mairie d'Angoulême ce qui pourrait se décider dans les quartiers? Il n'y a aucune raison. Et je pense que si on rapprochait les décisions, alors il y a tout un travail à la fois institutionnel, à la fois de prise d'une certaine façon de pouvoir par les gens à la base, qui pourrait régler un certain nombre de problèmes. Si on décidait les choses au plus près des gens, les choses iraient mieux. Ouais, voilà. C'est-à-dire que les réseaux de communication nous ont mis à mal. C'est pas les réseaux de communication qui nous ont mis à mal, il y a une espèce de folie qui est plus c'est grand, plus c'est fort, plus on est efficace. C'est les fusions d'entreprises, c'est les fusions de tout. Moi, je ne suis pas convaincu du tout et ça trouve vraiment très rapidement ses limites. Et petit Sam, je vous sens acquiescé. Ah oui, non, mais j'approuve mais complètement ce que vient de dire Jean-Louis. C'est un grand optimiste et je le rejoins parfaitement. Voilà, effectivement, c'est des contributions individuelles. Je dirais, c'est vraiment... c'est des petites gouttes qui font l'océan. J'invente rien. Je crois que si on s'y met tous, et puis là, on est en train de le prouver, ça va avancer. On va reconstruire notre société. Jean-Louis. Alors, nous avons dans notre comité de pilotage, et donc qui constitue le public aujourd'hui, je précise pour nos auditeurs qui ne sont pas là, le public, il est limité au comité de pilotage. Pour aujourd'hui, puisque c'est une émission de lancement. Et dans notre comité de pilotage, nous avons Bénédicte qui est à côté de moi et qui, quand on l'a interrogée sur les 5 questions des évêques, a eu je trouve un réflexe qui est magnifique. Elle a demandé à 3 jeunes, ses enfants, je crois, une partie, et puis leurs amis, qu'est-ce qu'ils ont à répondre à ces questions. Et je pense qu'il y a des enseignements intéressants à en tirer. Bénédicte.
Alors oui, j'ai pris le parti de faire plancher mes jeunes qui étaient à la maison dimanche et j'ai été très très surprise et très agréablement surprise parce qu'ils ont entre 23 et 27 ans, donc je pensais qu'ils n'avaient pas vraiment d'opinion, qu'ils vivaient et qu'ils subissaient plutôt les choses parce qu'ils sont malheureusement tous les trois en précarité, bien qu'ayant des qualifications. Leurs emplois ayant été précarisés davantage par la crise des Gilets jaunes. Et je pensais qu'ils étaient là-dedans, qu'ils subissaient, et c'est tout. Et en fait, leurs réponses ont été... Alors, je suis ravie parce que je vais pouvoir leur redire. Tout ce qui a été dit ce soir, ils l'avaient déjà éprouvé. Et notamment, Valérie a exprimé beaucoup de choses. Enfin, Ibtissam aussi, parce que le contact des jeunes, ça ne s'invente pas non plus. Dans les causes, évidemment, il y avait la baisse du pouvoir d'achat pour eux, parce que leurs besoins, par exemple, primaires, comme on dit, sont assurés, ils sont tous au chaud, ils mangent pas forcément comme ils voudraient, mais voilà. Mais par contre, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas moyen, ils s'isolent parce que il n'y a pas moyen de sortir, de suivre les copains qui ont de l'argent ou de faire des choses. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve même chez les adultes, que moi je retrouve dans mon travail. Des gens en précarité qui n'ont pas de travail, donc pas de contact, vont aussi s'isoler, pas d'activité culturelle, pas de loisirs, pas de sport. L'isolement et le sentiment de solitude s'accroissent et ça provoque des mal-être. Mes jeunes aussi, donc, ils ont exprimé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est ce sentiment de mépris. Je trouvais que c'était très fort parce que je ne pensais pas qu'ils se sentaient à ce point méprisés par les instances, qu'il n'y avait pas d'écoute. Alors, par rapport à la violence, par contre, ils étaient tous persuadés que ce n'était pas la bonne solution, qu'on se trompait un peu de cible. Ça m'a un peu rassurée. Et puis, dans les solutions, alors ils ont évoqué effectivement le fait de pouvoir trouver des endroits pour parler, pour dire les choses, pour dire leur mal-être, mais aussi ce qu'a exprimé Valérie, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, alors après, on peut aussi se remettre en question, est-ce qu'on les a correctement éduqués, ils ne savaient pas où aller dire, où aller chercher l'information, ou aller s'exprimer, ou aller réclamer pendant qu'il était encore temps avant de faire de la casse quelque part, parce que voilà, moi je leur dis, il y a une permanence à la mairie, d'élus le week-end, il y a un député qui a une permanence, il y a voilà. Bon, ils ne savaient pas, voilà, donc ils ont appris des choses. Et ils me disaient même, mais on devrait presque à l'école, effectivement, nous apprendre tout ça, nous obliger peut-être à nous informer, nous obliger. Alors ça, ils le font par contre. Ils vont voter. Chaque fois qu'il y a des élections, il n'y a pas de souci. Mais nos copains se sentent tellement désabusés parfois qu'ils disent à quoi ça sert. Et donc, il n'y a plus d'investissement dans la vie civique. Et je pense qu'effectivement, l'école a un rôle à jouer parce que toutes les familles ne sont pas égales pour l'éducation des jeunes et à transmettre des choses comme ça. Donc ça, c'était un peu leur sentiment. Et puis alors, dans le bien commun qui pouvait faire se lever ou à défendre, ils m'ont dit en premier défendre la paix, qu'on garde un pays qui soit en paix et avec les autres. Qu'est-ce qui pourrait faire solidariser ? C'est un ennemi commun aussi, parce que malheureusement, il y a eu des choses qui ont été douloureuses ces dernières années, sans que ça soit, sans que leur position soit radicale. Réfléchissent quand même. Et puis la protection de la planète. Alors ça a été unanime. Ils sont très sensibles. Alors c'est vrai que là, par contre, au niveau de... Ils ont baigné là-dedans depuis qu'ils sont tout petits, mais protéger la planète, la nature, le bien commun, changer de comportement par rapport à la consommation, et pas seulement parce qu'ils ont moins de moyens. C'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Puis dans leurs valeurs, il y avait presque tout ce qui a été dit, la solidarité, l'espérance, un peu plus d'optimisme, la tolérance et puis beaucoup plus d'équité. Donc ça, voilà, c'était mes jeunes. Merci pour ce témoignage. Alors, il nous reste très peu de temps. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre intervient. En tout cas, Jean-Paul Tourviel. Oui, moi, je voudrais simplement rajouter par rapport à ce qui a été dit, où on a eu effectivement tous les uns les autres envie de dire c'est la faute du système, c'est la faute de la finance, c'est la faute du capital, c'est la faute des politiques. Il y a certainement beaucoup de vrai là-dedans.
je ne partage pas tout ce qui a été dit, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Mais c'est aussi notre faute. C'est-à-dire que moi, je pense que je fais partie des gens qui ont la soixantaine passée. La société d'aujourd'hui, c'est quand même nous qui l'avons fabriquée, que nous ayons été dans des lieux de pouvoir, et notre responsabilité est peut-être un peu plus grande, mais même en tant que consommateur, en tant que citoyen, moi quand je vois par exemple le culte de l'ego, enfin aujourd'hui quand je vois des adultes se prendre en selfie devant un monument plutôt que c'est eux en premier rang et le monument derrière, je me dis mais quel exemple on donne à nos enfants ? Quelle image on donne de la société? Dans nos exigences du tout de suite, on l'a bien créé, ce besoin d'immédiateté. On est tous responsables. Donc, moi, j'ai une grande confiance dans les jeunes qui sont beaucoup plus, mes enfants, mes petits-enfants, que je trouve beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts que je ne l'étais à leur âge. Et il y a des explications pour ça, mais j'ai une grande confiance dans les jeunes. Mais je dis, mais prenons-nous, nous les adultes, aujourd'hui, les 60 et quelques, en charge et regardons un petit peu quelle est notre part de responsabilité. Et puis c'est vrai qu'on a créé une société avec un système d'accompagnement, d'assistance qui a des responsabilités les gens. C'est pas à l'éducation nationale d'éduquer nos enfants, c'est aux parents d'éduquer. L'éducation nationale doit former, mais les parents n'ont pas à démissionner sur l'éducation. Je veux bien qu'on ait adopté un principe de précaution. Jacques Chirac a fait adopter ça. Alors effectivement, la notion de risque n'existait pas. Et si Jésus avait existé au temps du principe de précaution, le christianisme n'existerait pas. Si Jésus avait été aussi précautionneux qu'on nous le conseille aujourd'hui, il n'existerait pas. Enfin, je terminerai sur une chose, c'est que quand je vois le logo de RCF qui dit « La joie se partage », moi je pense effectivement que notre consommation des médias, là aussi nous avons à réviser notre copie. Parce que les médias raffolent de ce qui ne va pas, de ce qui stresse, et nous en raffolons aussi un petit peu, parce que nous sommes un peu accros, et je suis le premier à être fautif là-dedans. Et RCF, c'est une radio qui est apaisante et qui partage plutôt la joie et le positif que le négatif. C'est hélas pas le fonds de commerce des médias en général. Merci pour ces propos, Jean-Paul Tourviel. On pourrait terminer en donnant les rendez-vous prochains, puisque cette émission Cahiers d'Espérance était l'émission de lancement de cette série d'émissions qui vont se succéder jusqu'au 20 février. La prochaine émission, mercredi 23 janvier, ce sera en direct de la salle paroissiale de Barbezieux. Alors la salle paroissiale de Barbezieux, c'est 1 rue Veillon à Barbezieux, derrière l'église de Barbezieux. La suivante, ce sera le mercredi 30 janvier à 20h30, de 19h15 à 20h30 comme ce soir, en direct et en public, salle Jacques Sevin à Soyaux pour le doyenné d'Angoulême. Ensuite, il y aura une émission dans le Nord-Charente, puis à Ruffec précisément, puis une autre dans le doyenné Est-Charente, puis une dernière à Cognac le 20 février. Et le 13 mars, après 15 jours de pause et de rédaction des Cahiers d'Espérance, émission de synthèse, ce sera en direct de la salle synodale de la maison diocésaine à Angoulême le 13 mars à 19h15 et jusqu'à 20h30. C'est bien cela, Jean-Louis Ney? C'est absolument cela, et ceux qui ne pourront pas venir aux réunions, je le redis, pourront donc témoigner et déposer leur contribution sur rcfcharente.fr et éventuellement par courrier s'ils n'ont pas l'internet. Mais je crois que un de nos débatteurs, donc Jacques, voudrait dire un petit mot supplémentaire. Donc, je veux pas être long, mais il y a simplement un point. Non, on a encore 2 minutes. Oui. Il y a simplement un point qui à un moment donné, c'est qu'on est venu sur la question croyant. Et Laurent notamment a fait appel à la foi chrétienne, etc. Et je voudrais revenir sur le fait que ces débats, ils sont ouverts à tout le monde. Oui. Parce que ça me semble être quelque chose d'important et que ce qu'on peut dire au nom de sa foi, d'autres le disent au nom de d'autres valeurs, mais que pour autant, le fait de croire dans la possibilité de transformer le monde, il n'est pas la propriété des chrétiens et des croyants, je crois. Donc, parce que ça me semble être très important. Et je voulais juste une toute petite expérience, c'est que quand j'avais reçu cet appel, etc., les questions, j'avais commencé à y répondre, et puis je l'ai envoyé à un certain nombre de copains avec lesquels je travaille, qui sont aussi des syndicalistes de la CGT, je m'excuse, hein, mais voilà. Donc je travaille avec eux. Et j'ai eu notamment une réponse très argumentée d'un de mes copains qui n'est pas croyant
et qui a répondu en disant mais non, mais ce débat on va quand même pas le laisser au cateau, nom de Dieu, il m'avait marqué dessus. Eh ben, je trouve que mais ces réponses étaient très pertinentes, et je veux en citer une parce qu'à la fin, quel projet fédérateur il proposait en disant pourquoi on ne fixerait pas comme objectif national l'éradication de la pauvreté. On va dire ce que ça veut dire, mais je rappelle simplement que le président de la République, il avait dit qu'au bout d'un an ou 2 ans, je ne sais plus combien de temps, il n'y aurait plus personne sous les ponts. Hein. Enfin, donc c'est pas un débat qui est hors sol. Et se fixer des choses aussi concrètes que ça, moi je trouve qu'effectivement, ça pourrait être quelque chose qui soit extrêmement rassembleur. Voilà. Merci de préciser effectivement que ces débats ne sont pas réservés aux catholiques et aux chrétiens en général. Ce sont des débats qui se veulent tout public. Hein. Donc même si à Barbezieux ça a lieu à la salle paroissiale, c'est parce que c'est notre réseau et c'est beaucoup plus facile et moins onéreux pour nous. Mais en tout cas, c'est ouvert à tous et on ne vous demande pas votre cahier de baptême pour venir participer à ces débats. Vous pouvez venir en gilet jaune aussi, rappelons-le quand même. Donc le prochain rendez-vous... Même rouge ? Même rouge si vous voulez, mercredi 23 janvier, 19h15 et jusqu'à 20h30. Ce sera la salle paroissiale de Barbezieux pour le doyenné Sud-Charente. Voilà ce que l'on peut dire ce soir de cette émission. Alors, il nous reste encore 2 minutes, mais on ne va pas relancer les débats sur ces questions qui sont posées par les évêques. Et en tout cas, il me semble que la dernière est essentielle. Quelle raison d'espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants? Simplement en se posant cette question, en la gardant à l'esprit dans nos actions quotidienne, je pense qu'on peut trouver matière à répondre à cette question. Laurent Morin. Oui, et justement, l'Église ce soir, et puis un média ici, justement on parlait des médias tout à l'heure, leur rôle dans les médiations nécessaires pour construire du neuf, une société meilleure, nouvelle, etc. Je pense aussi qu'il faut que les médias soient vraiment indépendants de groupes financiers, indépendants de l'État, indépendants pour dire vraiment une parole qui colle le plus possible à la vie des gens sans intérêt financier derrière, sans des coupures pub, etc. Bon, voilà. C'est une petite parenthèse. Qui nous servent de temps en temps, effectivement. Oui, d'accord, mais enfin voilà. Quel est l'essentiel? aussi, C'est toujours la question de l'essentiel. Où est l'essentiel dans nos débats, dans nos médiations, et l'Église aussi, qui joue ce rôle aussi de médiation, a aussi besoin, l'actualité le montre, a aussi besoin pour porter cette médiation, pour être vraiment ce terrain de médiation, de se réformer encore et toujours pour être porteuse d'une bonne nouvelle. Merci Laurent Morin, merci Gilles Marsat, merci Valérie Simon, merci Jacques Thibault, merci Ibtissem Menaoui, merci Monseigneur Hervé Gosselin, merci Jean-Louis Ney, merci à tous ceux qui ont participé ce soir à cette émission, mise en scène mise en onde plus exactement, par Fabrice François, la technique ce soir. La semaine prochaine à Barbezieux, l'émission vous sera présentée par Jean-Michel Lamazerolle, que vous avez l'habitude de retrouver chaque mercredi dans le cadre des émissions Nos paroisses ont du talent ou en direct de chez vous depuis les communes de Charente, et il reprendra donc le flambeau pour poursuivre ses émissions Cahiers d'espérance autour de cet appel lancé par les évêques de France sur l'ouverture d'un débat et la place de toutes les personnes dans le bien commun recherché pour fédérer donc les concitoyens et se tourner vers l'avenir.